Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, chercheuse au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes ex-coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC et puis médaille d'argent du CNRS en 2019. Bonjour et merci beaucoup de cette invitation à réfléchir finalement avec vous sur l'état des connaissances issues des bases scientifiques physiques appliquées au système Terre, donc à l'objet d'études complexes climat, mais aussi aux voies de recherche actuelles dans cette dynamique de production de connaissances. Vous avez là la couverture des rapports du GIEC produits entre 2015 et 2023, où à chaque fois, il y a les bases scientifiques physiques qui se combinent à des connaissances sur les écosystèmes, à des connaissances sur les sociétés humaines, pour éclairer l'état du climat, l'état des impacts et des risques, et les leviers d'action pour construire notre résilience dans un climat qui change, et pour parvenir à limiter les risques en agissant à la fois sur les causes et les conséquences. Et ces rapports du GIEC, en fait, à un moment donné, ils fournissent une évaluation collective rigoureuse, transparente de l'état des connaissances. Leur production stimule la production de connaissances nouvelles, mobilise la communauté scientifique mondiale, et puis par le travail de recul sur les éléments probants de la littérature scientifique, ils participent à la maturation des connaissances. Et moi, je dis toujours aux étudiants, regardez d'abord à la fin de chaque chapitre, la section où au fur et à mesure des chapitres, là où on décrit les verrous, les limites des connaissances, ce sont là les voies de recherche motivantes et stimulantes qui mettent en lumière là où on a besoin de faire avancer le front des connaissances. Les sciences du climat se sont construites graduellement. Elles se sont construites, comme illustré ici, à partir du début du XIXe siècle, par les progrès des observations, les premières cartographies des lignes d'égale température, l'observation bien sûr de l'atmosphère, mais aussi l'instrumentation de l'océan qui joue un rôle clé pour la compréhension du bilan d'énergie de la Terre, une avancée considérable qui est de permettre de le fermer maintenant, l'observation depuis l'espace, qui permet d'avoir un état des lieux à l'échelle planétaire, depuis le fonctionnement, par exemple, des échanges de rayonnement, jusqu'à l'observation des calottes de glace ou du niveau de la mer à échelle planétaire. Des progrès également dans la compréhension des processus. On fait référence aux travaux pionniers de Fourier sur les transferts de rayonnement dans l'atmosphère, la construction des théories pour comprendre les mécanismes des grandes variations passées du climat qui ont ensuite été vérifiées grâce au progrès des techniques de datation, de reconstruction, de modélisation des climats passés, tous les travaux précurseurs à la mise en équation de l'atmosphère, de l'océan, du système Terre, la compréhension du cycle du carbone, et par exemple le premier rapport de l'Académie des sciences américaine quantifiant la réponse du climat aux perturbations de son bilan d'énergie, ce qu'on appelle la sensibilité du climat, dans les années 1979. Et donc des avancées dans les méthodes d'observation, de reconstruction, la compréhension des processus, le cadre théorique, les méthodes qui permettent de détecter des changements par rapport à la variabilité naturelle, et dans ce système complexe de relier ce qui est observé à sa cause, ce qu'on appelle l'attribution, bien sûr étayé par les progrès de la modélisation numérique à base physique du climat global et régional, et puis à l'interface avec la société, l'émergence des services climatiques, c'est-à-dire être capable de fournir à la société, dans différents secteurs d'activité pour différentes régions, une information climatique pertinente, utile, pour permettre de l'utiliser dans les stratégies de gestion de risque ou d'adaptation. Et j'ai encadré en fait les prix Nobel de physique de 2021, avec notamment Suki Manabe, qui a été un des pionniers de la compréhension des boucles de rétroaction qui façonnent la réponse du climat, et Klaus Hasselmann, qui a été un des pionniers des méthodes d'attribution qui permettent notamment d'évaluer le poids de l'influence humaine sur l'évolution du climat planétaire. Et depuis le premier rapport du GIEC en 1990 jusqu'au dernier sur les bases physiques en 2021, vous voyez quelques exemples de progrès formidables des connaissances. Une influence humaine suspectée sur le climat planétaire qui est maintenant un fait établi, c'est une certitude scientifique. La capacité à boucler le bilan d'énergie, le bilan de montée du niveau de la mer, des progrès considérables dans tous les aspects des observations, des avancées considérables sur les outils pour la modélisation du climat, notamment en termes de résolution spatiale, mais aussi en termes de composés pris en compte qui sont source de rétroaction et donc qui illustrent cette formidable machine climatique.
Et actuellement, le Programme mondial d'études du climat a, parmi ses initiatives, toute une initiative sur les terres numériques, s'appuyant sur la recherche de rupture pour de la modélisation à très haute résolution, gagner des ordres de grandeur sur les capacités de calcul, avoir les infrastructures adaptées pour soutenir une production d'informations plus fines, à côté du besoin de progrès dans la représentation physique des phénomènes à l'échelle à laquelle ces simulations vont se réaliser. Donc, premier volet de ce que permettent d'apporter les sciences du climat, observer et comprendre l'état actuel du climat. Et bien sûr, dans cet état actuel du climat, il y a ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, dû à nos rejets de gaz à effet de serre, et qui conduit à une accumulation d'énergie dans la machine climatique, dont on sait maintenant que 1% conduit au réchauffement des basses couches de l'atmosphère, 5% au réchauffement des surfaces continentales, qui affectent bien sûr le vivant, 3% est converti en fonte de la neige, de la glace, et 91% de cette chaleur qui ne part plus vers l'espace s'accumule dans l'océan. C'est aussi ce qui nous permet de comprendre que l'ajustement long des glaciers, 1 kg de CO2 dans l'atmosphère, 15 kg de glace de glacier qui va fondre, l'ajustement du Groenland par fonte, l'ajustement de l'Antarctique par glissement plus rapide dans certains secteurs, l'expansion de l'océan qui se réchauffe en gonflant en profondeur, vont conduire inéluctablement à des échelles de temps longues, à une montée du niveau de la mer. On a déjà acté quelque chose de l'ordre d'1 mètre de montée du niveau de la mer à l'échelle de plusieurs siècles. Mais le rythme, l'ampleur à venir de la montée du niveau de la mer vont dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. C'est l'un des indicateurs de l'état du climat qui a accéléré depuis les années 90, notamment par une perte de masse croissante du Groenland et de l'Antarctique, en plus du reste. Donc, on sait maintenant que c'est l'influence humaine qui a réchauffé le climat depuis les années 1900 et que ce changement, cette accumulation d'énergie, ce réchauffement de surface, un des indicateurs de l'état du climat pertinent pour beaucoup d'impacts et de risques, se produit à un rythme sans précédent depuis plus de 2000 ans. Donc, vous voyez le réchauffement observé dans les contextes des reconstitutions, des variations naturelles passées de la température à la surface de la Terre. La dernière décennie est même en train de sortir de la plage la plus chaude, en moyenne sur plusieurs siècles, de la période interglaciaire actuelle. Pour trouver plus chaud, il faut remonter encore plus loin dans le passé, à un moment où c'était la configuration astronomique de la Terre qui était le grand moteur des variations glaciaires interglaciaires et des différentes caractéristiques des périodes interglaciaires précédentes. L'évaluation de l'influence humaine sur le climat mobilise 2 méthodes complémentaires. La première, c'est à l'aide de modèles de climat, simuler l'évolution passée en ne tenant compte que des facteurs naturels et avec de grands ensembles qui permettent de balayer la variabilité spontanée du climat, intrinsèque. On obtient dans ce cas-là les résultats qui apparaissent en vert. On peut aussi tenir compte des facteurs naturels dans leur ensemble ou séparément, gaz à effet de serre, particules de pollution, changement d'utilisation des terres. Tout ce qui affecte le bilan d'énergie de la Terre est intégré dans l'évaluation de cette influence humaine. Et on peut le faire sur chacun des aspects observés. Ici, c'est illustré pour l'évolution de la température à la surface de la Terre, où on voit que notre meilleure estimation est que l'intégralité du réchauffement observé est la conséquence de cette influence humaine, avec bien sûr un effet de modulation par l'activité du Soleil, des volcans, par la variabilité intrinsèque du climat. Cette modulation, elle peut parfois donner l'impression de masquer le réchauffement attendu du fait du forçage radiatif, ou dans d'autres cas, en jouant dans la même direction, donne l'impression d'une accélération. Il faut bien garder toujours en tête la compréhension du bilan d'énergie et des facteurs qui agissent sur le bilan d'énergie de la Terre, comme le facteur déterminant qui explique les évolutions à l'échelle de plusieurs années, de plusieurs décennies. Et les sciences du climat s'appuient sur ces méthodes d'attribution. C'est ce qui est à nouveau représenté dans le premier encadré, observé en gris, influence humaine en rouge. Posez la question autour de vous, posez la question à vos proches. À votre avis, quel est le poids de l'influence humaine sur le climat ? Le constat scientifique, c'est que c'est l'intégralité de ce qui est observé. Beaucoup de personnes ne le comprennent et ne le connaissent toujours pas. Parmi les différents facteurs liés à l'influence humaine, on peut également, par l'étude du rôle de chaque facteur sur la composition de l'atmosphère, les flux de rayonnement, la quantification de la réponse du climat,
relier donc chaque émission de composés ou chaque facteur a son effet sur la température planétaire. Donc ce sont deux méthodes qui convergent. Premier facteur du réchauffement à ce jour, avec un effet cumulatif, les émissions de dioxyde de carbone, combustion de gaz fossiles, pétrole, charbon, déforestation. Deuxième facteur, les émissions de méthane, fuite liées aux énergies fossiles, augmentation de l'élevage de ruminants, fermentation de déchets. Puis vous avez dans les facteurs qui masquent une partie de cet effet réchauffant, un poids disproportionné des émissions de soufre qui, en conduisant à la formation de particules dans l'atmosphère et de nuages, ont un effet net refroidissant, mais ce sont des composés à courte durée de vie, et donc dès que leurs émissions ralentissent, on perd en fait cet effet de masque. Sur la dernière décennie, plus de gaz à effet de serre émis, facteur réchauffant. Progrès des politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air, moins de particules émises en Europe, Amérique du Nord ou Chine. On perd cet effet de masse que les deux facteurs jouent dans le même sens. Et depuis le récent rapport du GIEC de 2021, on a réactualisé tous ces indicateurs jusqu'à la fin de l'année 2022, donc la capacité d'avoir un suivi et un diagnostic quasiment en temps réel. Les concentrations des gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, l'effet net sur les flux de rayonnement qui augmente vite, le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui se creuse, avec encore une fois un réchauffement au niveau planétaire qui atteint maintenant 1,15 degré, plus prononcé au-dessus des continents, notamment pour les extrêmes chauds. Quelques surprises. L'année 2023, elle est marquée par un niveau de température à la surface de la Terre extraordinairement chaud depuis le mois de juin. Vous avez l'année 2023 dans le contexte des années précédentes. Avant même les effets du démarrage de El Niño, qui est une des manifestations des modes de variabilité liés aux interactions courant océanique et vent liés à la rotation de la Terre. Les manifestations liées à cet événement vont conduire à un surplus de chaleur en surface et donc des records de température qui vont continuer à être battus au cours des prochains 6 mois. Une des questions fondamentales à laquelle on n'a pas complètement les réponses est de savoir, dans un climat plus chaud, comment ces modes de variabilité qui façonnent la variabilité d'une année à l'autre vont être modifiés et vont affecter la variabilité d'une année à l'autre, en plus des tendances graduelles dues à l'influence humaine. Deuxième surprise, l'état de la glace de mer autour de l'Antarctique, qui avait une légère tendance à l'augmentation et qui, depuis en gros 2015, montre année après année des records de faible extension, actuellement 20% de moins. Quel est le rôle de la variabilité naturelle ? Quel est le rôle de l'accumulation de chaleur dans l'océan austral, qui capte à peu près la moitié de l'ensemble de l'accumulation de chaleur dans l'océan ? Quel est le rôle de la fonte liée à l'écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique qui affectent la densité de l'eau de mer, les courants marins localement et l'extension de glace de mer ? Autant de questions qui restent ouvertes et qui montrent le besoin de faire avancer nos capacités de suivi, de compréhension, nos outils de modélisation. On a cartographié 33 facteurs climatiques générateurs d'impact, c'est-à-dire que plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus ces caractéristiques changent en termes de climat moyen dans chaque région, mais aussi en termes de probabilité d'occurrence, d'intensité d'événements extrêmes. Une relation directe entre réchauffement, événements extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, amplifiés par l'urbanisation d'ailleurs. Dans un climat qui se réchauffe, Clausius-Clapeyron nous indique, et c'est ce qui est vérifié et modélisé, une augmentation de la quantité de vapeur d'eau que l'atmosphère peut transporter et une augmentation des records de précipitations d'à peu près 7% par degré de réchauffement, avec cet enjeu que des pluies plus intenses en quelques heures ne correspondent pas au dimensionnement, par exemple, de nos infrastructures pour gérer l'évacuation des eaux usées, avec cette course contre la montre entre ce climat qui change, ses conséquences sur des événements aigus et les dimensionnements des infrastructures actuelles. Et enfin, une atmosphère qui se réchauffe, elle va augmenter la demande évaporative et donc vider plus rapidement les sols de leur humidité. Dans les régions de climat méditerranéen, ça se superpose par un changement de circulation atmosphérique à grande échelle à une baisse de la pluviométrie en moyenne annuelle. Et donc, on va avoir une augmentation des périodes sans pluie. Dans une atmosphère plus chaude, ça va exacerber la sévérité des sécheresses agricoles, celles qui touchent à l'humidité des sols. C'est le cas dans toutes les régions qui apparaissent en jaune. La communauté scientifique, elle développe des indicateurs
Davide Faronda dans notre laboratoire sur Climameter, qui permet en temps réel de regarder des analogues de circulation atmosphérique, les confronter à la même circulation atmosphérique qui donne lieu à des événements extrêmes aujourd'hui, pour avoir un diagnostic sur l'intensification des caractéristiques tenant compte des analogues de circulation. Et le World Weather Attribution applique des méthodes d'attribution sur des événements à fort impact pour parvenir à discerner si c'est juste de la variabilité rare naturelle du climat ou si les événements ont été rendus plus probables, plus intenses dans un climat qui se réchauffe. Beaucoup de diagnostics positifs, c'est-à-dire que, par exemple, les conditions propices aux incendies au Canada l'été dernier, des conditions plus chaudes et plus sèches, l'influence humaine sur le climat a démultiplié la probabilité d'occurrence et l'intensité de ces événements. Je prends cet exemple parce que les incendies de forêt au Canada de cet été ont rejeté dans l'atmosphère 2 fois plus de CO2 en un été que l'ensemble des Canadiens chaque année pendant 2 ans. Donc ça montre également les impacts à grande échelle de ce type d'événement. Donc les connaissances sur le diagnostic sur l'état du climat actuel à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle planétaire, prennent une autre dimension dans le contexte aussi des relations internationales. Un mécanisme, par exemple, sur les pertes et dommages, dans le contexte où il y a une responsabilité historique, il y a des responsabilités contrastées sur les émissions actuelles de gaz à effet de serre dans le monde. La moitié de la population mondiale vit dans des régions très vulnérables, ayant très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre à ce jour. Et donc, ça pose aussi des questions éthiques sur notre production de connaissances, qui est utilisée également dans le cadre de recours par rapport aux pertes et dommages, pour simplement aider à reconstruire dans les zones qui sont touchées de plein fouet par ces événements extrêmes qui s'intensifient et qui conduisent à des dommages via en fait la disponibilité en eau, donc des situations graves de pénurie d'eau. Je vous invite à réfléchir à comment vous vivriez si vous étiez à Mayotte avec de l'eau courante saumâtre quelques heures par tous les quelques jours, des effets qui sapent les gains des techniques agronomiques et qui entraînent des chutes de rendement pour certaines récoltes ou productions, une baisse du potentiel de prise de pêche dans l'océan tropical, des effets multiples sur la santé, directement par l'hyperthermie lorsqu'on a des conditions très chaudes, mais également par les déplacements contraints, 30 millions de personnes déplacées par des inondations graves au Pakistan l'année dernière, qui ont affecté l'ensemble de l'accès aux services de base, eau, santé, éducation, énergie. Et on voit bien, de ce point de vue-là, la gravité de la situation actuelle qui s'exerce sur les infrastructures, sur des aspects déterminants du bien-être humain, mais également via les conséquences d'un climat qui change sur les écosystèmes et la biodiversité, avec la moitié des espèces étudiées qui se déplacent sur terre et en mer, des situations de mortalité de masse, gorgones, coraux, forêts. Et rien qu'en France, le puits de carbone, par l'accroissement des forêts, captait à peu près 7% de nos émissions annuelles il y a 10 ans. Il a perdu la moitié de ce potentiel. Il ne capte plus que 3,5% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Et donc les défis pour la physique du climat, vous le comprenez, c'est aussi d'aller davantage vers le vivant, de mieux comprendre les facteurs climatiques générateurs d'impact pour les écosystèmes et la biodiversité, pour leurs valeurs intrinsèques, mais aussi pour leurs fonctions et leurs services dont nous dépendons. Les sciences du climat, c'est aussi explorer les futurs possibles. Et pour cela, tous les progrès dans la quantification de la réponse du climat jouent un rôle considérable. Le rapport de Cherney de l'Académie des sciences américaine en 1979 évaluait la réponse de la température à la surface de la Terre à l'équilibre en réponse à un doublement de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. Cette sensibilité du climat, vous voyez que notre plage d'incertitude était restée quasiment la même depuis une quarantaine d'années. Et c'est seulement il y a quelques années que le Programme mondial d'études du climat a construit un cadre permettant de mettre ensemble l'ensemble des éléments probants, notamment les contraintes issues des climats passés, les contraintes issues des observations, la capacité à tirer d'observables actuels des contraintes sur la réponse future du climat, donc indépendamment de la réponse des modèles de climat, et donc est parvenu à borner cette plage de sensibilité du climat tout en ayant une meilleure estimation. En gros, pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre futur donné, ça divise quasiment par 2 la plage d'incertitude par rapport à ce qu'on avait précédemment. Et c'est aussi le résultat d'avancées dans la compréhension de chaque boucle de rétroaction. Une des plus incertaines est liée au fonctionnement des nuages,
avec une amélioration de la compréhension dans un climat futur des caractéristiques qui vont affecter la réponse des nuages, leur altitude, leur quantité, ainsi que la teneur en eau liquide ou en cristaux de glace. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres où on a des avancées au fur et à mesure, parfois avec une incertitude qui augmente parce qu'on comprend mieux des processus complexes, parfois avec une incertitude qui se réduit, en général par le progrès à la fois des observations et du cadre théorique de compréhension physique. Pour évaluer les futurs possibles, un travail de scénario, ici illustré pour le dioxyde de carbone, le résultat de projections à l'aide de modèles de climat global contraintes par cette meilleure estimation de la sensibilité du climat et par les observations, et puis également des émulateurs, c'est-à-dire des modèles de climat simplifiés qui permettent de classer les centaines et les milliers de trajectoires socio-économiques développées dans le monde pour explorer des évolutions futures possibles. La bonne nouvelle, c'est que du fait des politiques publiques actuelles, du fait des avancées technologiques, les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont maintenant peu plausibles. Donc les trajectoires très hautes sont considérées comme des tests maximum, qui sont très utiles d'ailleurs pour comprendre la réponse des modèles de climat. Les politiques publiques actuellement mises en œuvre, elles impliqueraient, s'il n'y a pas une ambition à agir plus forte, une stagnation des émissions mondiales de gaz à effet de serre pendant quelques décennies et une diminution lente, plutôt la trajectoire en jaune. Une telle trajectoire en jaune implique un cumul des émissions de CO2 qui augmente tout au long de ce siècle, moins vite dans la deuxième partie, et donc un réchauffement qui se poursuit et qui atteindrait entre 2,5 degrés et 3 degrés en fin de siècle. Enfin, si on est capable de réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre, dans ce cas-là, on peut limiter le réchauffement et on aurait un effet discernable tenant compte de la variabilité naturelle du climat au bout d'une vingtaine d'années. Je vous ai dit tout à l'heure, la montée du niveau de la mer, ça illustre notre héritage à long terme. Donc 20 cm depuis 1900, 20 cm attendus à horizon 2050. À horizon 2100, deux sources principales d'incertitude. La première, quelles seront les émissions de gaz à effet de serre et la réponse, on va dire, la plus certaine du système climatique, notamment glaciers, calottes, océans profonds. Deuxième source d'incertitude, la possibilité de points de bascule et de changements abrupts qui affectent notamment le fonctionnement des calottes, la dynamique de l'Antarctique, une incertitude profonde, manque d'observation, manque d'outils dans lesquels on a une confiance élevée, mais une attente forte de la société d'avoir aussi des scénarios physiquement plausibles de risque maximum, c'est-à-dire si ces processus très incertains se réalisent, alors quelle serait l'éventualité de montée maximum de niveau de la mer? C'est ce qui est illustré ici par la courbe en pointillé. C'est une information qui est importante, notamment pour des infrastructures avec une faible tolérance au risque sur le littoral, centrales nucléaires, complexes industriels, portuaires. C'est une information que demandent les grandes villes situées sur le littoral, Singapour, New York ou Rotterdam, d'avoir aussi ces scénarios de la vitesse et l'ampleur maximale. Et c'est toute une dimension de recherche en sciences du climat qui émerge et qui vise à construire non pas les scénarios les plus plausibles dans chaque région, mais de caractériser quelles seraient les éventualités à haut risque, les extrêmes composites successifs en série, les ruptures, par exemple sur la capacité des écosystèmes terrestres à stocker du carbone, les combinaisons de changements dynamiques avec l'influence humaine sur le climat, avec de nombreuses questions qui restent posées sur l'élaboration de ces trajectoires très importantes dans la gestion de risques. Et puis j'aime toujours montrer l'importance des climats passés, par exemple sur la réponse en termes de niveau de la mer pour différents niveaux de réchauffement qui apparaissent sur l'axe horizontal. Vous voyez les projections à l'aide des outils qui existent aujourd'hui sur 2000 et 10 000 ans, le temps d'ajustement de l'océan profond des calottes. Et vous voyez que pour un niveau de réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, les projections sont cohérentes avec les études de périodes géologiques chaudes, où on avait cette plage de température maintenue sur plusieurs milliers d'années, typiquement de l'ordre de plus de 5 mètres pour un niveau de réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, typiquement pour un niveau de réchauffement de l'ordre de 3 degrés, une montée du niveau de la mer de l'ordre de 5 à 10 mètres sur 2000 ans,
et qui peut être de l'ordre de 10 à 25 mètres sur 10 000 ans. Je vous invite à projeter ça sur les littoraux. Donc, les sciences du climat aujourd'hui, au-delà de l'avancée des connaissances sur les climats passés, les mécanismes, sur les évolutions futures possibles, y compris les éventualités à fort impact mais probabilité d'occurrence inconnue, ça s'inscrit dans une attente forte pour fournir une information climatique intégrant l'incertitude, permettant de construire une évaluation de risque et une adaptation. Par exemple, en France, il y a une demande de construire une trame de référence pour l'adaptation sur la base des politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde. Ça veut dire au niveau mondial, se préparer à 2 degrés à horizon 2050, 3 degrés en fin de siècle. Pour la France, ça veut dire 3 degrés à horizon 2050, 4 degrés en fin de siècle. Mais concrètement, dans chaque région, pour chaque secteur d'activité, pour les filières d'approvisionnement, les chaînes de valeur, qu'est-ce que ça implique? Et on a encore besoin de faire avancer les connaissances pour mieux le caractériser. Une précision, l'année la plus chaude en France jusqu'à présent, c'était l'année 2022, 3 degrés de plus que le climat pré-industriel. Dans une telle trame de référence, l'année 2022, à horizon 2050, serait l'année médiane. Et donc l'enjeu, c'est d'écrire ce que seraient les années records en 2050 pour anticiper, pour faire en sorte que ce qu'on met en place maintenant soit résilient et fonctionne. Donc ça demande en fait de caractériser non pas seulement le climat moyen dans chaque région, mais l'occurrence d'événements extrêmes, les extrêmes chauds qui s'intensifient dans chaque région, de mobiliser la confiance que l'on a dans nos outils de projection. Par exemple, les extrêmes chauds, vous le voyez, s'amplifient particulièrement en Europe de l'Ouest et autour de la Méditerranée. Et la réalité sur les derniers 20 ans, c'est que leur intensification observée est 2 fois plus forte que dans nos simulations. Qu'est-ce que ça implique? Comment mieux le comprendre? Ça pose encore beaucoup de questions sur la manière dont on utilise l'information disponible. Une aridification attendue dans les régions de climat méditerranéen et même dans les régions qui s'aridifient, un cycle de l'eau plus intense avec une augmentation des extrêmes de précipitations chaque année. Donc, la capacité à fournir une information fiable, tenant compte de la variabilité naturelle du climat sur ce cycle de l'eau plus intense, plus variable, c'est critique pour anticiper sur la gestion de la ressource en eau et éviter d'être en gestion de crise après crise. C'est aussi éviter des réponses inadaptées qui toucheraient des limites et au lieu d'être des solutions d'adaptation, deviendraient une maladaptation en verrouillant des pratiques qui ne sont pas soutenables dans un climat qui se réchauffe. Alors, je résume. Il s'agit vraiment de fournir une information pour l'évaluation de risques, tenant compte des écosystèmes, de leur fonction, de leurs services, de la biodiversité, des enjeux pour l'eau, l'alimentation, la santé, les infrastructures critiques, mais aussi, dans de nombreuses régions du monde, les conditions de vie, l'équité, l'habitabilité, avec des enjeux aussi de migration et de paix. J'ai illustré ici l'évaluation des risques clés en Europe pour une adaptation basse à moyenne, mais aussi les risques pour les petites îles, où les activités humaines dépendent encore plus de l'état des écosystèmes, où on a des ressources sous forme de nappes phréatiques plus limitées, des cyclones tropicaux en proportion plus intense qui peuvent entraîner des dommages majeurs, notamment sur les infrastructures, et des questions avec la montée de la mer, les effets d'inondations chroniques à marée haute, de records de niveau marin plus élevés et d'érosion du littoral, donc des enjeux d'habitabilité pour de nombreuses zones, notamment rurales, de basse terre. Et donc les sciences du climat évoluent, et elles évoluent pour co-construire avec les utilisateurs, avec les parties prenantes, les collectivités, les entreprises, une information qui soit pertinente pour chaque contexte, en s'appuyant sur le retour d'expérience, sur l'analyse des impacts observés, notamment dans les contextes les plus vulnérables, pour éclairer les options d'action qui s'appuient sur les écosystèmes, les îlots de fraîcheur dans les villes, les zones humides avec leurs fonctions de stockage et déstockage d'eau, les forêts, mais aussi leurs limites en fonction de la vitesse et de l'ampleur des caractéristiques climatiques, un besoin de connaissances sur les contraintes biogéophysiques d'un climat qui se réchauffe, quelles implications sur les ressources en eau disponibles, plus de manteaux neigeux, plus de glaciers, moins de déstockage d'eau de l'hiver vers l'été, quand on en a le plus besoin pour l'irrigation ou le refroidissement, des contraintes sur la biomasse disponible, extrêmement importantes, d'autant plus qu'on a bien envie d'utiliser de la biomasse à la place de ressources fossiles, qu'on a bien envie de stocker du carbone sur les terres
Et donc, ce sont des pressions supplémentaires sur l'utilisation des terres qui sont critiques à anticiper pour éviter des risques nouveaux ou d'atteindre des limites dures à l'adaptation ou aux capacités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, dernier volet, comment limiter le changement climatique à venir? On va devoir faire avec, on a besoin de l'adaptation, mais elle ne sera pas suffisante. On a un ensemble de limites, à la fois dures, mais aussi sur les capacités, sur les ressources qu'on peut mobiliser, sur la vitesse de transformation des infrastructures existantes. Et aussi, on a besoin de limiter le changement climatique parce qu'il n'y a pas que nous qui habitons sur cette planète. Et le risque, par exemple, de perte d'espèces est multiplié par 10 entre un monde 1,5 degré et 3 degrés plus chaud. Donc, limiter le changement climatique, c'est critique pour éviter des situations ingérables. Le constat des sciences du climat n'a fait que s'affiner, et il montre cette relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 depuis la révolution industrielle et à venir, et le niveau de réchauffement planétaire. Ça n'est présenté ici qu'à horizon 2050, parce qu'actuellement, la végétation, les sols, absorbent à peu près 30% chaque année de nos émissions de CO2, l'océan à peu près un quart, et cette proportion est relativement constante. Plus on met du CO2 dans l'air, plus il va en rentrer dans l'océan, plus la photosynthèse va être dopée. Mais un climat qui change affecte la capacité de ces milieux à absorber du carbone, notamment les conditions chaudes et sèches qui sapent en fait la capacité de photosynthèse des végétaux, le dégel des sols gelés de l'Arctique, 25% de sols gelés en surface en moins par degré de réchauffement et ses conséquences, et enfin un océan plus chaud qui se mélange moins bien et donc qui perd en capacité à rentrer à la fois de l'énergie et du carbone. Donc, au-delà de 2050, à plus de 2 degrés, notre incertitude augmente. Pour la période actuelle, on peut donc utiliser cette relation solide, confirmée, avec une incertitude qui s'est réduite, pour relier une cible de réchauffement à la marge de manœuvre résiduelle, un budget carbone résiduel. Si on voulait limiter le réchauffement proche de 1,5 degré, la marge de manœuvre qui nous reste maintenant, elle est à peu près de l'ordre réactualisé de 250 milliards de tonnes de CO2. On en émet 40 milliards de tonnes chaque année. Ça veut dire qu'au rythme actuel, on aura épuisé cette marge de manœuvre avant la fin de cette décennie et inéluctablement, on aura un réchauffement plus important qu'1,5 degré. Si on regarde les infrastructures fossiles existantes et prévues, à elles seules, elles émettraient sur leur durée de vie prévue, calculée pour leur rentabilité financière, elles émettraient quasiment toute la marge de manœuvre compatible avec une limitation du réchauffement sous 2 degrés. Je vous rappelle les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le contenir à 1,5 degré pour éviter des risques en termes de sécurité humaine, des pièges de pauvreté ingérables. La conclusion de cette figure est très claire. Aujourd'hui, tout investissement dans de nouvelles infrastructures fossiles, dans de nouvelles exploitations de ressources fossiles, n'est pas compatible avec l'accord de Paris sur le climat. Mais cette loi géophysique qui est là n'est pas traduite, n'est pas opérationnelle, et on voit les grands acteurs des énergies fossiles qui continuent à investir pour de nouveaux gisements qui vont inéluctablement entraîner des impacts et des risques majeurs qui ne sont pas facturés ni à ces entreprises, ni aux actionnaires de ces entreprises. Donc les sciences du climat, elles éclairent comment agir le mieux possible. Chaque composé commun dans l'atmosphère a des caractéristiques radiatives différentes, des durées de résidence dans l'atmosphère différentes. Qu'est-ce qui joue le plus? À horizon 100 ans, ce qui pèse le plus, aucun doute, ce sont les émissions de dioxyde de carbone. C'est le facteur clé pour limiter le réchauffement, c'est atteindre des émissions de dioxyde de carbone à 0 net. À plus court terme, à horizon de 10 ans, qu'est-ce qui compte le plus? Et à horizon de 10 ans, ce qui pèse le plus après le CO2, c'est l'effet réchauffant des émissions de méthane et l'effet refroidissant des particules de pollution. Donc, si on voulait gagner au maximum côté climat et qualité de l'air, on a cet enjeu majeur, bien sûr, de réduire les émissions de particules de pollution et en même temps de réduire le plus rapidement possible les émissions de méthane pour contrebalancer leurs effets sur le climat et pour gagner sur la qualité de l'air, puisque le méthane est un précurseur de la formation d'ozone en surface, qui lui-même est un gaz à effet de serre et polluant, toxique pour nous et la croissance des végétaux. Dernier volet, on a un potentiel technique, je ne vais pas le décrire, sur l'innovation technologique qui est là, qui est disponible grâce notamment au progrès de la physique,
sur la maîtrise de la demande, efficacité et sobriété, et sur la capacité de s'appuyer sur les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone, qui pourrait permettre de réduire de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc le potentiel technique est là, et les enjeux, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est la réorientation de financement, c'est la prise en compte des enjeux de justice sociale pour rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone à toutes et à tous. C'est la coopération internationale, le besoin de transfert de technologies propres, qui est une demande criante des pays émergents pour pouvoir les déployer le plus rapidement possible en sautant les étapes des sources les plus polluantes, de partage de connaissances et de montée en compétences. Et j'espère que l'année de la physique sera l'occasion justement de renforcer ce socle de compétences, pas simplement comprendre le changement climatique, ses causes, ses conséquences, ses implications, mais comprendre quels sont les leviers d'action qui peuvent être disponibles et les questions que l'on peut se poser. Beaucoup de questions ne restent pas résolues. Typiquement, on va dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire, mais quel niveau de dépassement, quelle durée, quelles implications, quelles irréversibilités pour les écosystèmes ou la montée inévitable de la mer. Si on veut revenir en arrière après avoir dépassé un certain niveau de réchauffement planétaire, il faudrait être capable d'enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Quelle est la faisabilité réelle? Quelles sont les dimensions de soutenabilité d'approche de ce type-là? Quels sont les risques? Et ce sont des questions qui sont posées à la physique d'aujourd'hui, en fait, d'arriver à trouver finalement un espace d'atterrissage le plus sûr possible, construire des trajectoires de développement qui soient résilientes. Ça demande d'éclairer des transitions de tous les grands systèmes, une vision de ce qu'est un système énergétique à émissions de CO2 net zéro à horizon 2050 et le mettre en œuvre graduellement. Transformation aussi de systèmes alimentaires, urbains avec les bâtiments et les transports, industriels, et des transformations profondes des sociétés. Et cette question, en fait, de nourrir la réflexion sur ce que sont des trajectoires de développement résilientes, des espaces d'atterrissage sûrs par région, préservant les écosystèmes, évitant le déclenchement d'effets de seuil et de changements abrupts, cela fait partie des frontières que s'est fixé le Programme mondial de recherche sur le climat, avec une initiative également qui s'appelle My Climate Risk, qui est de construire des communautés d'utilisateurs par région, qui vont ensuite aller chercher les informations climatiques pour nourrir leurs réflexions sur leurs espaces d'atterrissage les plus résilients possibles. Voilà, j'espère vous avoir montré cette formidable aventure des sciences du climat, du changement climatique, avec des aspects de recherche fondamentale passionnants et des enjeux majeurs de société. Et je voulais transmettre un immense merci, bien sûr, à tous ceux qui ont nourri cette évaluation collective, mais aussi mettre à disposition des enseignants, notamment de physique, toutes les ressources qui sont disponibles, avec des fiches de synthèse par région, par secteur, des données en ligne, avec un atlas interactif qui est une formidable ressource pédagogique, et l'Office pour l'éducation au climat qui a construit du matériel pédagogique mobilisable directement en classe par les enseignants, où on peut faire de la formation à la physique inscrite dans des exemples autour des sciences du climat. Merci. Merci à vous, Valérie Masson-Delmotte. Restez encore quelques petites minutes, on a un peu débordé, donc on ne va pas faire très long pour les questions, mais on a les deux dessins de notre dessinatrice Morgane Parisi. Le premier, je n'ai pas eu le temps. Ça a été trop vite pour moi. Un réchauffement sans précédent depuis 2000 ans, uniquement de facteurs humains. Ça, c'est effectivement le mot-clé que vous voulez qu'on retienne de votre présentation. Et puisque c'est dû à l'activité humaine, nous avons les clés pour pouvoir agir. C'est ça, c'est la façon positive de voir ce verre à moitié vide ou à moitié plein. Tempête, sécheresse, niveau de la mer, acidification des océans, incendie. Vous avez scotché le public apparemment, d'après en tout cas le reportage. Alors la peur, ça paralyse. Et l'enjeu, c'est d'arriver à surmonter ce côté-là pour avoir de la détermination et pour pouvoir mobiliser la capacité à agir avec lucidité, avec responsabilité et en s'appuyant sur les sciences. Un mot sur... Oui, bien sûr, allez-y. Un mot sur ces modèles dont vous nous avez parlé. Alors, il y a dans la salle des physiciens, mais il y a aussi des lycéens. Quand on parle de ces modèles, ce sont en gros des grands programmes informatiques qui simulent le climat, mais aidez-nous à nous faire prendre la mesure de ces mastodontes que sont ces modèles. C'est-à-dire que c'est combien de lignes de programme, c'est combien de personnes qui ont travaillé dessus, et quand on fait mouliner un modèle, ça tourne pendant combien de mois, un modèle du climat?
Alors en fait, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1 million de lignes de code. C'est des équipes d'une cinquantaine de personnes pendant une vingtaine d'années à peu près. C'est l'ordre de grandeur que je donne vraiment à la grosse louche pour montrer en fait que ce sont des gros outils de recherche. C'est en fait tout un travail sur la représentation physique. Donc ça s'appuie bien sûr sur les équations de Navier-Stokes et beaucoup d'autres, mais aussi représenter les paramètres sous maille qu'on ne peut pas résoudre explicitement et confronter les résultats de ces modèles qui simplifient certains processus à d'autres sources de modélisation qui vont par exemple résoudre les nuages pour les améliorer. Et donc c'est un travail en fait en permanence qui s'inspire des progrès bien sûr de la compréhension théorique, de la puissance de calcul, des observations avec de nouvelles approches également qui vont permettre de mieux contraindre la mise au point de ces modèles à partir des observations également. Et dans cette idée que dans le climat, il y a une dimension chaotique, on donne souvent cette image du battement d'ailes de papillon qui fait un ouragan à l'autre bout de la planète, cette idée qu'il y a des petits événements qui peuvent avoir des conséquences incroyables et de façon parfois un peu difficilement prévisible. Est-ce que ce qu'on appelle chaos, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à modéliser, ou est-ce qu'il y a vraiment une dimension qui échappera toujours à vos modèles dans la façon dont le climat se fait? Alors cet aspect de chaos, entre guillemets, il est davantage lié aux limites de la capacité de prévision météorologique. Et à partir de l'état initial, arriver à résoudre et à anticiper les évolutions futures. Et là, effectivement, n'importe quelle petite pitchounette peut faire bifurquer au bout de quelques jours. C'est la limite de la prévision météorologique. Par ailleurs, dans le fonctionnement du climat, sur la circulation de l'atmosphère, la circulation de l'océan, leurs interactions, on a en fait une variabilité qui est organisée avec un certain nombre de modes de variabilité qui offrent une capacité de prévisibilité à l'interface, je dirais, entre l'échelle météo et l'échelle du bilan d'énergie de la Terre et du fonctionnement du climat qui, lui, va jouer typiquement à l'échelle de dizaines d'années. Et donc, par exemple, une des avancées considérables, c'est lorsqu'on détecte le démarrage d'un événement El Niño, comme on a fait il y a quelques mois, la capacité à anticiper, à mettre en alerte les systèmes de réponse dans les régions concernées, de sorte à pouvoir s'y préparer et limiter les conséquences. Et là, on parle en fait d'une prévisibilité à l'échelle de la saison. Et donc, on a donc cette double frontière, le fonctionnement, on va dire, du bilan d'énergie de la Terre, du fonctionnement du climat qui est piloté par son déséquilibre, et entre les deux, intégré par la compréhension de ces modes de variabilité, une capacité d'avoir des prévisions à l'échelle de la saison, à l'échelle de la décennie, propre à chaque région, plus précise. Un mot aussi sur cette incertitude qui est revenue plusieurs fois dans votre discours. Est-ce que c'est une difficulté quand on connaît votre action pour vulgariser auprès du grand public, quand on doit parler d'incertitude sur ce genre de phénomène, est-ce qu'on n'a pas le sentiment de se tirer un peu une balle dans le pied avec ce qui risque d'être retenu, c'est ils ont encore des incertitudes, ils ne savent pas encore tout, ils n'ont pas encore tout compris, donc finalement, attendons de nous inquiéter qu'ils soient sûrs de leur coup. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion d'incertitude, est-ce qu'elle ne joue pas contre vous quand vous avez l'honnêteté de dire oui, on a encore une dimension incertaine? Non, parce qu'en fait, ça fait vraiment partie de la rigueur scientifique pour chaque jeu d'observation, d'être capable de quantifier les limites des jeux d'observation sur, par exemple, les travaux de projection climatique, le fait d'être capable de mobiliser tous les modèles de climat qui existent dans le monde sous forme d'exercices, en fait, d'intercomparaison et de confronter leurs résultats pour arriver à discerner ce qui est une réponse robuste d'une réponse plus incertaine. Ça fait vraiment partie de la rigueur de l'évaluation scientifique. La question est comment la communiquer le mieux possible à la société. Donc, dans les rapports du GIEC, typiquement, on a une forme calibrée d'expression de degré de confiance, un fait établi comme une loi physique. Et ensuite, on a des degrés de confiance qui peuvent être très élevés, ou pour certains aspects où on manque d'observation, on a un manque de cadre théorique, des modèles qui divergent entre eux, des degrés de confiance qui peuvent rester faibles. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est de le communiquer le plus clairement possible, dans un contexte où, vous le savez, on opère devant d'un côté des marchands de doute, c'est-à-dire une forme de propagande qui vise à saper la crédibilité des sciences du climat, et de l'autre, un foisonnement de désinformation. Et moi, personnellement, je pense que arriver à expliquer, à rendre le plus clair possible l'avancée des connaissances au fur et à mesure du temps, en expliquant qu'est-ce qui étaye ces connaissances, arriver à être très transparent sur ce qui est robuste et ce qui reste incertain avec des voies de recherche derrière, c'est un des aspects clés, je pense, de la confiance entre la science et la société. Et pour cela, le travail le plus rigoureux possible, la relecture critique collective, joue un rôle majeur. C'est ce qu'on connaît de mieux
pour étayer une information scientifique rigoureuse. Un grand merci à vous, Valérie Masson-Delmotte. C'était un plaisir de vous écouter.